Salut! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une BD génialissime qui s'appelle Zai 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 Zai. C'est l'histoire d'un mec, un auteur de BD, qui va au supermarché du coin faire ses courses tranquille. Sauf que quand il arrive à la caisse, il se rend compte qu'il a oublié sa carte de fidélité du magasin. Et là, c'est le drame. On peut pas oublier sa carte de fidélité, merde! Donc je te dis qu'il faut pas oublier sa carte, c'est qu'il faut pas oublier sa carte, merde! Eh ben moi, j'oublie jamais ma carte. Donc on appelle le vigile, on appelle les flics. Heureusement, le type parvient à se sauver, donc il est en cavale, il se cherche des planques à travers toute la France. Et là, emballement médiatique, théorie du complot dans les bars, enfin, tout le tralala. Ouais, je te jure, les expressions de vieille qu'elle nous sort. Ça fait un peu vieux comme expression, non? Et tout le bazar. Ah ouais, je confirme, daté les expressions. Je sais pas si c'est mieux. Donc là, il part en cavale et tout le monde en prend pour sa gueule, franchement. La police, il y a une scène hilarante avec un chien policier. Franchement, si vous riez pas à ça, alors là, je rends mon tablier. Il y a les journalistes qui donnent les réponses aux gens qu'ils interviewent, les auteurs de BD, les automobilistes, les parents qui donnent des prénoms débiles à leurs enfants et les ados qui se jettent par la fenêtre parce que personne n'a remarqué qu'ils avaient changé de couleur de lacet. Bref, c'est hyper drôle, hyper intelligent. Et les planches sont très aérées, donc ça se lit vraiment rapidement. Il y a une magnifique couleur kaki cacadois qui est très originale, ma foi, ça change un peu. Cette BD a tout pour plaire, c'est publié chez les éditions 6 pieds sous terre et ça coûte 13 €. 13 €? Oh, bah quand tu veux, c'est pas cher. Je vous conseille vraiment de la lire. D'ailleurs, elle a été sélectionnée pour le 16e prix SNCF du Polar dans la catégorie BD avec 4 autres albums dont je peux vous en conseiller 3 autres. Le Teckel, où on entre dans le monde des visiteurs médicaux. Alors c'est une histoire où 2 cadors du métier sont obligés de bosser ensemble malgré eux et voilà, c'est sur une fond d'affaires type Mediator. Une autre BD que j'ai bien aimée, c'est Adams Clark. Là ça va être, non pas Adams, Adam, Adams, tu te décides, puis c'est tout. Monsieur Clarks, Adam de son prénom, avec un format pas du tout pratique, mais bon, on fait une concession. Et là c'est un gentleman cambrioleur qui vole un diamant extrêmement coûteux et comme... Oh la manchotte, elle a fait tomber le livre, n'importe quoi. Coupé. Comme là, on est sur fond de guerre froide, puisqu'on est dans le futur, mais la guerre froide a toujours lieu, donc c'est ce qu'on appelle une uchronie. Une quoi? Uchronie, non mais laisse, tu chercheras sur Wikipédia. On a le KGB, la CIA, et tout le monde se bastonne, et c'est hyper sympa. J'ai bien aimé aussi, dans un autre genre, La République du catch, qui mêle des zombies, la mafia, du catch évidemment, comme son nom l'indique. Et bref, c'est n'importe quoi, c'est du Nicolas de Crécy, et c'est vachement bien. Et la dernière, je vous en parle pas parce que j'ai pas trop aimé. Elle a pas aimé. Mais vous pouvez aller voter sur le site de la SNCF jusqu'au mois de mai 2016. Bye bye! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cet album, Le bleu est une couleur chaude. C'est sorti en 2010 et je l'avais adoré à l'époque, et vous en avez peut-être entendu parler sous le nom de La vie d'Adèle. Alors j'ai pas vu le film, donc je vous parle juste de la BD aujourd'hui. C'est l'histoire d'une petite jeune fille qui s'appelle Clémentine, qui est en seconde en 1994, et Clémentine se pose plein de questions. Toutes ses copines du lycée bavent sur les garçons, et elle, en fait, ça lui fait trop rien. Donc elle s'interroge, elle se demande si elle est vraiment comme les autres. Un jour, elle croise dans la rue une étudiante aux cheveux bleus, et ça lui fait une sorte de coup de foudre et elle rêve de cette fille durant les nuits d'après et elle est très inquiète de ce qui lui arrive. Du coup, elle décide de sortir avec un garçon du lycée pour être comme tout le monde, mais cette relation n'aboutit pas. Ça, on le découvre petit à petit, mais la BD commence par une vision d'Emma en 2008. Et Emma, c'est la jeune fille aux cheveux bleus, sauf que là, elle est blonde et elle est en train de lire une lettre que lui a laissée Clémentine et qui dit « Mon amour, quand tu liras ces mots, j'aurai quitté ce monde. » Ça va mal se finir, mais c'est une magnifique histoire dans laquelle on suit Clémentine, on suit ses doutes, ses incertitudes, et puis elle arrive petit à petit à faire un chemin et à s'accepter comme elle est. Ses parents vont la surprendre avec Emma et là ça va être la catastrophe, donc ses parents la mettent dehors. Quoi? Tu fais jeter dehors par ses parents? Trop de chance! Ouais, non, je crois pas, non. Et elle est aussi rejetée par certains de ses amis. Bon, heureusement elle peut compter sur un de ses potes, Valentin, qui lui aussi a des relations homosexuelles et donc il peut l'aider un petit peu à faire son chemin et à accepter comme elle est. Dans cette bande dessinée, en fait, Julie Marot a vraiment bien travaillé ses personnages et on a beaucoup d'empathie. On ressent exactement ce que ressent Clémentine. Et donc je conseille vraiment cet album. Et sur le même sujet de l'homosexualité féminine, vous pouvez lire L'enterrement de mes ex, qui est aussi dans les couleurs bleues, mais c'est un pur hasard. Ah bah pour une fois que le bleu c'est pour les filles, c'est pas trop tôt. Et là on suit une petite Charlotte qui au départ est en primaire. Elle s'intéresse un peu aux filles à travers des dessins animés. Et puis ensuite quand elle arrive au collège, elle a une meilleure amie en 5e qui s'appelle Sophie, avec qui elle va échanger des bisous. Quand il commence à y avoir des mots sur ses comportements, sa copine Sophie prend peur et elle se fâche. Et quand elle
sera au lycée, là, elle aura une véritable relation avec une jeune fille de sa classe qui s'appelle Sandrine. Mais là aussi, ça va être très difficile de faire un chemin vers l'acceptation. C'est le moment où tu dis au revoir. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique BD. D'ici là, mettez des bulles dans votre vie. Salut! Cette année, Trendy est allé fureter pour vous au Festival international de la bande dessinée qui se tient chaque année à Angoulême. Figurez-vous qu'il y a plein d'auteurs sympas qui ont tourné quelques images spécialement pour vous. Ce qui est bien dans ce festival, c'est qu'on peut rencontrer plein d'auteurs dont des grosses pointures. Par exemple, Pénélope Bagieux, je crois que c'est au moins du 42. Elle est venue spécialement de New York pour dédicacer son dernier album, California Dreaming. Ça parle d'une lycéenne qui a 15 ans et qui habite dans une petite ville industrielle pas terrible, qui a des parents qui sont vendeurs de sandwichs au pastrami, et donc elle est destinée à faire la même chose qu'eux, mais elle veut absolument devenir une rockstar, mais elle s'en fiche et elle se dit qu'elle va y arriver quand même coûte que coûte. Et elle va devenir effectivement une rockstar très connue. Donc en fait, dans California Dreaming, on voit que quand on a un rêve, faut pas s'arrêter aux gens qui veulent nous décourager ou aux difficultés, c'est ça? En fait, à partir du moment où on se dit oui, mais moi je m'en fous, j'ai dit que j'allais le faire, donc peu importe. Et cette fille, Hélène, sur son chemin, absolument tout le monde lui répète que ça sert à rien, qu'elle n'y arrivera pas, tout le monde lui met des bâtons dans les roues en lui disant ben non, regarde-toi, c'est pas possible. Et elle dit ouais, mais moi en fait, je vais quand même le faire et je m'en fous. Et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit que je ferais ça comme métier, je dessinerais. C'est vrai? Mais la version que je donnais quand j'étais petite, c'est que je disais quand je fais grande, je me mettrais dans la rue avec une table et je vendrais des dessins dans la rue. Donc je fais presque ça, mais en un peu plus bouffant. California Dreaming est un album différent de ses précédents, avec un dessin façon gribouillé, tout en nuances de gris qui colle bien à l'histoire. Sincèrement, on peut que être touché par Hélène, cette jeune américaine de conditions sociales modestes qui veut devenir une star de Broadway. Autre dessinateur rencontré au festival, Benjamin Bachelier, qui est aussi peintre et illustrateur pour l'édition jeunesse et qui a notamment adapté en BD Gatsby le Magnifique. Son dernier album a paru à l'automne, c'est l'histoire d'un petit Indien qui naît le jour du massacre de sa tribu par les Tuniques Bleus. On va juste demander à Benjamin à quel public peut plaire Ulysse Wynkoop. C'est un livre qui est assez dur, mais je pense qu'il peut être lu effectivement par tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est un sujet universel et donc c'est vraiment toute tranche d'âge. Et moi j'ai une fille de 14 ans et voilà, je sais qu'elle l'a lu et qu'elle a bien aimé, donc en toute objectivité. En toute objectivité, évidemment. Ça fera l'objet d'un prochain Breaking BD spécial western. En attendant, à Angoulême, il y a aussi de jeunes auteurs qui font leur pas de bébé dans la BD, comme Sylvain Almeida et Younes Benchaïeb, dont le premier album vient de paraître. Et ça s'appelle Boca Nueva. Alors les garçons, qui est qui? Younes Benchaïeb et Sylvain Almeida. Leur album raconte une enquête policière dans un univers très particulier, pas vrai? Alors Boca Nueva se passe dans un univers fantastique. C'est une enquête policière où on suit deux protagonistes qui n'ont rien en commun. Alors pourquoi l'album ne précise pas qui est le dessinateur et qui est le scénariste? On fait tout à deux en fait, à la fois le scénario et le dessin. Donc le scénario c'est en discussion, je pense que c'est facile de s'imaginer comment on fait le scénario à deux. Et pour le dessin en fait on fait par étapes, une couche successive, il fait un premier crayonné que je reprends. Et après j'encre et il fait la coupe. D'accord. Ça fait une espèce de troisième style, une espèce de mutant. Allez, à bientôt pour le tome 2, Sylvain et Younes. Et puis au Festival d'Angoulême, il y a aussi des auteurs avec qui tu discutes par hasard sur un stand. Tu les trouves hyper sympas, du coup t'achètes leur album et là tu te rends compte que t'as fait une super bonne pioche. Par exemple, Erwan Surcouf, l'auteur de Pouvoir Point, qui m'a raconté qu'il avait fait un bac ES, ensuite une année de mise à niveau et qu'il était entré aux Beaux-Arts de Strasbourg. Alors c'est une histoire de science-fiction. On suit un stagiaire qui se fait embaucher à bord d'un vaisseau spatial. Trop cool! Ouais, c'est vrai, c'est cool. Et on suit toute sa traversée depuis la Terre jusque loin dans l'espace, loin là-haut. Voilà. Et il faut avoir quelle qualification pour être stagiaire dans l'espace? Et ben voilà, donc là il y a tous les postes possibles à bord du vaisseau. Et lui, il a coché la case stagiaire et il a mis en plus graphiste. Voilà. Ce récit est un vrai régal et je suis certaine que ça va vous plaire. C'est plein de personnages très bien vus. Si vous avez déjà fait un stage en entreprise, vous allez vraiment apprécier les situations. Il y a aussi plein de références cinématographiques à Alien, à Star Wars cachées dans les planches et des références musicales, des chansons anglophones qui sont travesties en VF. Voilà, c'est à vous d'avoir l'œil, mais c'est vraiment hyper sympa. Le graphisme aussi est top, c'est très coloré, ça donne vraiment envie de s'y plonger. En fait, le seul défaut, ça serait peut-être le prix, parce que l'album coûte 23 €, mais il y a plus de 200 pages et c'est vraiment le genre de bande dessinée qu'on relit avec plaisir. Salut, vous préférez les cow-boys ou les Indiens?
Peu importe, dans ce Breaking BD, il va y en avoir pour tout le monde. En attendant, moi, j'ai choisi mon camp. Bon, vous connaissez sans doute au moins de nom les grands classiques de la BD western. On pense tous par exemple à Lucky Luke qui fête cette année ses 70 ans, mine de rien. Autre senior de la bande dessinée western, le lieutenant Blueberry. Alors lui, il fête ses 53 ans parce qu'il a été créé en 1963 par Giraud et Charlier. Là, on suit les aventures de ce lieutenant juste après la guerre de sécession. Et c'est une BD beaucoup plus réaliste sur les faits historiques, sur ce qui s'est passé avec toutes les batailles entre la cavalerie de l'armée américaine et les Indiens. Aujourd'hui, je vous ai aussi sélectionné 4 autres westerns dans des genres complètement différents. D'abord, Ulysse Wynkoop. L'histoire commence le 29 décembre 1890. Ulysse naît le jour où sa tribu Sioux se fait massacrer par les troupes du général Custer. En fait, Ulysse réchappe de peu du massacre puisqu'un soldat, Jonah, va l'arracher à sa mère qui vient juste de le mettre au monde et l'emporte avec lui. Ce soldat est un futur déserteur, donc avant d'aller se cacher, il confie Ulysse à sa sœur et à son mari. Évidemment, être élevé par un couple de blancs quand on est un peau rouge ne va pas s'en poser de problème. D'autant qu'un drame va se produire et qu'Ulysse va être obligé de s'enfuir de la ville et il va être recueilli par un Indien, je vous le donne dans le mille. Donc c'est l'histoire d'une quête d'identité, voilà, on voit que c'est le premier tome de ce qui va être une trilogie, et là c'est axé sur l'enfance assez dramatique de cet enfant, d'Ulysse, qui va évidemment devoir choisir son camp. On quitte ce petit Indien pour partir dans l'univers d'un croque-mort, Undertaker. Dans le premier tome, qui s'appelle Le Mangeur d'Or, on est en 1868 dans une petite ville minière. Et en fait, la ruée vers l'or a entraîné beaucoup de familles dans ces contrées et a fait évidemment beaucoup de malheureux. Ils sont obligés de creuser dans les mines sans toutefois s'enrichir. Sauf un qui s'appelle Joe Cusco et qui lui est devenu propriétaire des mines de la région. Donc c'est une très bonne série d'aventures qui commence. Le deuxième tome, La danse des vautours, a déjà paru et on attend le troisième avec impatience. On change de registre mais pas d'époque. On est toujours juste après la guerre de sécession. Et là, l'album s'appelle L'odeur des garçons affamés. Alors, c'est l'histoire d'un ingénieur qui arrive sur des terres complètement vierges, sauf qu'il y a quand même quelques Indiens, bon, bah, ça c'est un détail. Et donc, cet ingénieur veut s'approprier ces terres, construire des villes, faire sa vie, voilà. Et au passage, il veut virer tous les Comanches qui sont là depuis un certain temps. Ce qui est très intéressant dans ce western, c'est qu'il mêle à la fois le côté western, mais aussi des magnifiques paysages que l'on voit à travers l'œil du photographe. Et ce sont les débuts de la photographie à l'époque, et il y a aussi une histoire d'amour et quelques bribes de fantastique, puisqu'il y a notamment un chasseur de primes qui ressemble un peu à une espèce de zombie assez effrayant. Donc tout ça se mêle et ça fait une super histoire franchement à découvrir. Pour finir, une parodie de western hilarante. Ici, les héros, ce sont ni les cow-boys ni les Indiens, mais ce sont 4 Mexicains. Santiago, c'est le chef. Il y a aussi Pablo, le gaffeur qui à la place d'avoir un cheval, il est sur une mule. Et il y a 2 autres individus, c'est un peu comme les Dalton du milieu, on se fout un peu de leur nom, qui complètent la bande. En théorie, ces 4 Mexicains, ce sont des bandits, donc ils attaquent les banques du Far West et tutti quanti. Sauf qu'il leur arrive toujours des bricoles. On retrouve évidemment tous les codes du western. Bataille contre les Indiens, duel, prisonniers à délivrer dans les cellules du shérif, attaque de diligence, bref, c'est vraiment plus qu'une parodie, c'est vraiment un hommage à tout cet univers du western avec un humour et corrosif. C'est vraiment piquant comme une sauce mexicaine, tiens. Les paysages sont assez simples, mais finalement ce qui compte, c'est pas le décor, c'est vraiment le texte, le scénario, et avec ça, vous allez vous régaler. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans ce Far West de bande dessinée western. En attendant, je vous dis à bientôt. Hugues. Salut, au programme de Breaking BD aujourd'hui, un tueur à gages, un bagnard, un tolard et une célèbre meurtrière. Enfilez un gilet pare-balles, on se retrouve après. Avouez que les personnages de Bad Guys ont toujours un petit côté fascinant, que ce soit au cinéma ou en littérature. Alors pour une fois, on va se mettre dans leur peau pour comprendre leur point de vue. Et le meilleur album de ces dernières semaines, c'est Corps et âme. C'est l'histoire de Frank Kitchen, un tueur à gages professionnel qui est très réputé dans son milieu. Il remplit son petit dossier du jour qui consiste à abattre un styliste de mode, mais après ça, quelqu'un va se venger de lui d'une manière terrible, que je ne peux pas vous dévoiler pour pas vous gâcher le plaisir. Mais pour le coup, on rentre vraiment dans la tête du tueur et c'est cet aspect psychologique qui est vraiment très intéressant et fascinant.
Le dessin est extrêmement réussi, avec une ambiance qui mélange les bas-fonds de New York et un côté très sexy. Alors juste une mise en garde, scène de violence, check. Scène de sexe, check. Présence d'une psychopathe qui fait froid dans le dos, check. Donc en gros, c'est plutôt à partir de 15-16 ans. La bonne nouvelle, c'est que les scénaristes, l'américain Walter Hill et le français Mats, ont annoncé que le tournage était en cours et donc le film sortira en France début 2017 si tout va bien. Autre bad guy, Mick Thorne, qui sort tout juste de prison après 4 ans passés derrière les barreaux. Alors Mick a fait une promesse à son codétenu, Doug, qui a été assassiné sous ses yeux en prison. Il doit donc retrouver la sœur de Doug pour lui délivrer un message. Et pour cela, encore faut-il qu'il se débarrasse de son agent de probation. Alors, dans la petite ville de Covenant, aux États-Unis, tous les gangsters obéissent à Silver. Alors, c'est un méchant avec une queue de cheval, des petites lunettes rondes. Pour ceux à qui ça parle, tous les méchants dans ce comics ont une gueule un peu caricaturale, un peu comme dans la série japonaise Nicky Larson. Alors que quand Mick Thorne débarque à Covenant pour retrouver la sœur de Doug, il se fait vite repérer parce qu'il se trouve que Doug, et ça il ne le savait pas, est soupçonné en tout cas d'avoir volé un gros paquet de fric à Silver et ce dernier voudrait bien savoir où est caché le magot. Damned, ou Damned en français, est un polar sanglant avec beaucoup d'action et pas du tout de morale. Comme vous pouvez le voir d'après les planches, on est là dans un comics américain et je pense que ça peut plaire aussi aux amateurs de manga. Alors l'autre tolard que je vais vous présenter, c'est Tyler Cross. Lui, c'est typiquement le gars qu'on a envie d'avoir dans son camp. C'est le genre ténébreux, mâchoire carrée, baraqué. Alors il aurait pu mettre son talent de tireur d'élite au service des forces de l'ordre. Mais non, il a choisi de faire carrière dans le grand banditisme. Parfois ça paye et parfois il se fait doubler. C'est comme ça qu'il se retrouve à Angola, c'est le titre de l'album, la pire prison d'État de Louisiane. Il a pris 20 ans, mais comme il y a 2 Italiens qui sont chargés de l'abattre, en fait, son espérance de vie est bien plus courte que sa peine. Il doit aussi se méfier des gardiens, qui sont jamais contre un petit bifton pour fermer les yeux. Et le plus redoutable, c'est le capitaine Crocker, un sadique aux chiens sanguinaires et à la femme nymphomane. Heureusement, Tyler Cross peut compter sur le soutien de son avocat, véreux évidemment, qui lui achète un sursis. Mais pour échapper à la mort, il ne reste au bagnard qu'une porte de sortie, un plan d'évasion. On va pas se mentir, cet album décrit un univers très cruel dans lequel règne la loi du plus friqué. Il faut tuer avant d'être tué. Et c'est un peu étrange parce que à la fois on espère que le mec va s'en sortir et en même temps on sait que c'est un beau salaud. Une qui a été très déterminée à tuer, c'est Charlotte Corday. Dans J'ai tué Marat, cette noble originaire de Caen raconte pourquoi un jour de juillet 1793, elle a décidé de tuer Jean-Paul Marat, physicien, médecin, journaliste et député montagnard à la Convention sous la Révolution. Ça commence un peu violemment avec Charlotte Corday qui se fait guillotiner. Et ensuite, elle retrouve Marat dans une sorte d'au-delà et les deux échangent leurs arguments pour défendre leur point de vue avec un système de flashback. Donc c'est vraiment pas mal pour réviser cette tranche d'histoire. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous avez votre dose d'hémoglobine pour un moment. Elle n'était pas mortelle cette chronique. Si vous avez aimé, vous likez et pour suivre le prochain Breaking BD, vous vous abonnez. À bientôt! Salut! Bon, alors on est en pleine période de révision, le brevet, le bac, les partiels. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut réviser aussi avec des bandes dessinées. Au programme, un petit peu d'histoire. Vous savez que 2016 marque le centenaire de la bataille de Verdun qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Dans cet album, vous allez découvrir comment les Français ont tenté de repousser pendant 300 jours l'armée allemande. En fait, dès le mois de décembre 1915, un officier qui était sur le terrain a fait remonter à l'état-major installé à Paris qu'il y avait une menace et que l'armée allemande allait sans doute attaquer près de Verdun. Sauf que le maréchal Joffre, lui, pensait que c'était une feinte de la part des Allemands et il a mis près de 3 mois à réagir. Voilà, il s'est bougé seulement au mois de février 1916. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de l'album, il y a un bonus, un texte, un petit chapitre qui raconte vraiment toute la bataille de Verdun du début jusqu'à la fin avec des photos historiques à l'appui. Une autre guerre, cette fois-ci, la guerre d'Algérie, avec le récit d'Alexandre Tikhomirov qui a été adapté en roman graphique. On va l'appeler Tico, c'est plus simple et c'est son vrai surnom. Dans cet album, on suit donc Tico, qui a été mobilisé en 1956
et qui part à Cherchell, une ville sur la côte ouest algérienne. Tycho nous raconte comment il a vécu sa guerre d'Algérie, c'est-à-dire on le voit dans la caserne, on le voit partir la nuit, faire des patrouilles, faire des gardes avec des fusils non chargés, les nuées de criquets qui arrivent, le soleil brûlant. En fait, c'est son point de vue à lui et vous ne verrez pas de combat ou la guerre dans son ensemble. C'est vraiment un récit très personnel, très sensible et authentique qui est magnifiquement mis en crayon par Gaëtan Nock. Allez, on change de matière, on quitte l'histoire pour les maths. Donc si vraiment vous êtes fâché avec les maths et que vous voulez reprendre un peu les cours du collège, plongez-vous dans cette bande dessinée. Vous pouvez revoir les opérations, enfin tout ce qui est algèbre, les opérations, les équations du premier, second degré, les puissances, les racines carrées, bref, tout y est. C'est animé avec des petits personnages, il y a des exemples, des petites blagues, des exercices, bref, ça vous permettra peut-être de vous réconcilier avec cette matière. Toujours dans les sciences, mais cette fois-ci avec un petit peu de physique. Comment un chat peut-il être à la fois mort et vivant? Le regard d'une souris peut-il changer considérablement l'univers? Alors, ce sont de brillants physiciens, respectivement Schrödinger et Einstein, qui se sont posés ces questions au cours du XXe siècle, un peu après la découverte de Planck, un autre physicien, vers 1900, qui a découvert que l'énergie de la matière peut se segmenter en petits paquets quantifiables, d'où le mot quantique. C'est vraiment passionnant. Et c'est vrai que ça nous amène à nous poser des questions sur la réalité, ou plutôt les réalités de notre monde. Cet album, c'est de la bombe. On passe maintenant à l'économie. Vous pensez que trader, c'est un métier d'avenir qui rapporte gros? Lisez d'abord cette bande dessinée. Vous allez suivre le procès d'un ex-trader, Jérôme K., qui est accusé d'avoir fait perdre des milliards d'euros à sa banque. Toute ressemblance avec une situation existante ne serait pas fortuite. Le juge essaye de comprendre les mécanismes qui ont conduit à ce désastre. À la barre se succèdent un ex-trader repenti, un prof d'histoire et un contrôleur des risques licencié pour excès de zèle. C'est vraiment très intéressant, les explications sont limpides et surtout c'est bourré d'humour, donc je vous conseille vraiment de lire cet album. Économie toujours, mais alors cette fois-ci ça s'adresse plutôt aux étudiants en licence d'éco. C'est un roman graphique de plus de 300 pages qui retrace toute l'histoire de la pensée économique. C'est du lourd, du très lourd. De la main invisible d'Adam Smith jusqu'à la crise financière de 2008 en passant par Keynes, Marx, bref, tous les courants de la pensée économique sont expliqués et bien sûr remis dans leur contexte historique. Hop hop hop, on n'a pas fini. Allez, on peut pas se quitter sans une petite dose de philo. Pour avoir des biographies synthétiques de philosophes de tous les pays, de toutes les époques, lisez les 2 tomes de La planète des sages. Vous verrez que chaque biographie est en texte, mais est accompagnée d'une bande dessinée humoristique. Et voilà, ça se lit très bien, on pioche dedans quand on en a envie. Bon, bah voilà, comme ça, si vos parents vous surprennent en train de lire des BD, vous pourrez leur confirmer que vous êtes en train de réviser. En revanche, si vos profs vous demandent, vous dites juste que vous sortez vos connaissances d'un grand livre. Bonne révision à tous, on se retrouve bientôt pour un prochain Breaking BD. Salut à tous, contente de vous retrouver pour la saison 2 de Breaking BD. Et pour commencer, on salue l'arrivée d'un nouveau magazine 100% BD destiné aux moins de 20 ans. Ça s'appelle Topo et c'est la petite sœur de la revue dessinée. Dans ce premier numéro de Topo, vous trouverez un dossier hyper intéressant sur les youtubeurs. Si vous rêvez de faire partie du cercle des Happy Few qui dépasse le 1 million d'abonnés, lisez ça, vous y trouverez plein d'infos sur la face cachée de YouTube. Dans ce numéro 1, plein d'autres sujets passionnants comme le sexisme dans le monde des créateurs de jeux vidéo, ou encore le sujet Science Infuse de Marion Montaigne qui vous parle de vos poils de façon très drôle. Il y a aussi des thématiques culture, le secret de la Joconde vous sera dévoilé, des sujets d'actu avec par exemple ce témoignage très touchant d'un ado qui a dû quitter la Syrie en guerre. Voilà, foncez en librairie, ça coûte 12,50 € et ça se dévore. Passons maintenant aux nouveaux albums de cette rentrée. Mon gros coup de cœur, c'est le nouveau roman graphique de Guy Delisle, un auteur québécois qui a déjà raconté plusieurs de ses périples sous forme de chroniques dessinées. Mais son nouvel album, qui s'appelle S'enfuir, est un peu différent. Cette fois, Guy Delisle ne raconte pas ses aventures, mais celles de Christophe André. On est en 1997 dans la région du Caucase. Ça fait seulement 3 mois que Christophe travaille dans une organisation humanitaire quand il se fait enlever en pleine nuit. Ses kidnappeurs le conduisent en Tchétchénie et ils l'enferment dans une pièce d'un appartement où il n'y a qu'un matelas, un radiateur et une ampoule au plafond. Ce qui est épatant, c'est que l'auteur parvient à nous raconter une histoire avec ce seul décor, j'exagère à peine, très peu de personnages et quasiment pas d'action. Dit comme ça paraît ennuyeux, mais en fait pas du tout. Nous, lecteurs, on est enfermés avec ce type qui ne sait absolument pas ce qui va lui arriver. Il ne sait pas combien de temps il va rester attaché à son radiateur ou si quelqu'un négocie sa libération ou s'il doit tenter de s'enfuir avec tous les risques que ça comporte.
Il y a beaucoup de tensions et on veut absolument savoir comment ça va finir. L'album est sorti le 16 septembre aux éditions d'Argo. Comme il y a plus de 400 pages, ça coûte quand même 27,50 €. Donc un conseil, allez faire les yeux doux à votre CDI ou à la bibliothèque municipale pour qu'ils l'achètent pour vous. Bon, tant qu'on est dans le registre pas vraiment léger, je poursuis avec La Déconfiture, un album de Pascal Rabaté sur la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, on est en juin 1940 et c'est la débâcle pour les Français. On suit le soldat Videgrain, un instituteur dans la vie civile. Sauf que là, pendant la guerre, sa mission est beaucoup moins réjouissante. Quand on fait sa connaissance, il est chargé de veiller sur les cadavres de ses camarades abattus par les avions allemands. Le dessin est en noir et blanc, mais cela ne suffit pas à ôter toute l'horreur de la situation. Même si c'est une histoire fictive, on imagine bien ce qu'ont vécu ces bidasses. Oui, vous verrez que l'auteur utilise l'argot militaire de l'époque. Il y a malgré tout quelques moments plus légers qui font sourire. Bon, mis à part la fin qui est plutôt violente. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment la fin, car il y aura un deuxième tome pour achever le récit. Enfin, pour terminer sur une note un peu plus légère, et cette fois pour les collégiens, Mia & Co de Vanida et Nicolas Hittori 2. Ce sont les aventures d'une bande d'élèves de 4e. Il y a Mia, Gauthier, Luca et Zouzou. Et quand ils ne sont pas au collège, ce qu'ils aiment faire, c'est jouer aux jeux vidéo ou faire de la musique. D'ailleurs, Mia aimerait bien aller voir son groupe préféré en concert, mais elle va devoir négocier ferme avec ses parents, surtout qu'elle n'a pas des super notes. On est très proche de l'univers manga, dans le dessin et dans le fait que tout est vraiment très centré sur ces 4 personnages. Voilà, ça se lit très bien, surtout si vous êtes au collège, vous pourrez facilement vous identifier aux héros. C'est le premier tome, et si vous aimez, il y aura au moins un tome 2. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais je reviens très vite, promis, parce que j'ai encore plein de super albums à partager avec vous. À bientôt dans le prochain Breaking BD. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Breaking BD dans lequel je vais vous présenter quelques bandes dessinées autour du féminisme. Alors on dit le féminisme, mais en fait il existe plusieurs féminismes. Il y a bien une lutte commune, mais aussi des désaccords. C'est ce que raconte ce premier livre dont je vais vous parler, qui s'appelle Le féminisme, dans la collection La Petite BDthèque des Savoirs. Il existe une dévalorisation sociale, politique, économique et symbolique des femmes. C'est un constat, rappelle un personnage en introduction. Partant de là, cette BD retrace le combat féministe à partir de 7 slogans et citations. D'Olympe de Gouges à Angela Davis, en passant par Simone de Beauvoir ou Benoît Groult, vous découvrirez les grandes figures du féminisme et ce contre quoi elles se sont battues. Ce n'est pas une BD qui se lit d'une traite, comme une histoire, mais plutôt un document plein d'informations que vous pouvez lire par chapitre pour approfondir vos connaissances sur le sujet. L'auteur, Anne-Charlotte Husson, est enseignante à l'université, donc vous pouvez tout à fait citer cet ouvrage dans une dissertation si vous avez à traiter de ce thème. Le dessinateur de cet ouvrage, Thomas Mathieu, a un blog, Projet Crocodile, qui a été aussi adapté en bande dessinée. Les hommes y sont représentés sous la forme de crocodiles, comme des prédateurs qui se jettent sur leur proie, c'est-à-dire les femmes, dans toutes sortes de situations, chez le médecin, dans la rue. Lisez-le, que vous soyez fille ou garçon, cela vous permettra d'être sensibilisé à la question du respect de l'autre, ce que l'on peut faire et ne pas faire, en gros de mieux cerner la différence entre séduction et harcèlement. Cette fois-ci, ça se lit vraiment comme une BD classique et vous avez un dossier d'informations pour compléter votre réflexion à la fin. J'ai cité tout à l'heure Simone de Beauvoir, une grande femme de lettres du XXe siècle. Voici un album qui lui est consacré, plus précisément à sa jeunesse. C'est très intéressant et notamment ses rapports très froids avec sa mère, qui était un pur cliché de ce que devait être la femme à l'époque. Vous verrez comment Simone de Beauvoir s'est rebellée pour être libre de décider de sa vie. Pour découvrir le destin de 15 autres femmes qui se sont battues pour leurs droits et leur liberté, plongez dans cet album de Pénélope Bagieux, Culottée, qui reprend aussi des histoires publiées sur son blog du même nom. Et pour finir mon coup de cœur, un petit livre second degré, parce qu'on peut aussi traiter le sujet avec humour. Ça s'appelle Le problème avec les femmes, et dans ce livre, on vous explique par exemple qu'autrefois, les femmes avaient le cerveau trop petit pour faire autre chose que broder. Et que certains grands savants ou hommes de lettres avaient des réflexions très méprisantes et réductrices envers les femmes. Je le répète, il s'agit de planches pleines d'ironie et on peut voir quand même qu'on a fait quelques progrès. Si vous avez lu d'autres BD sur le sujet, vous pouvez laisser les titres en commentaire et dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain Breaking BD. Salut à tous, c'est l'hiver, il fait froid, alors pour réchauffer un peu l'ambiance, on va parler d'amour, de sexe et de rencontres. Le tout en bande dessinée bien sûr. L'autrice Julie Marot prend les stéréotypes à bras le corps. Comme elle l'écrit dans son album, il y en a marre du couple hétérosexuel monogame, blanc, beau et à l'éternel sourire de dentifrice. C'est justement tout le contraire qu'elle met en scène dans Corps Sonore. Dans ses nouvelles, qui se déroulent dans la ville de Montréal, l'amour concerne tout le monde. Poilu, handicapé, homosexuel, gros, transsexuel. Et il prend aussi toutes les formes. Il y a le moment de la rencontre, où rien n'est encore écrit, mais aussi le désir charnel, la nuit sans lendemain, l'adultère, le ménage à trois, la dispute d'un couple, l'amour sur la durée,
Et puis le manque aussi quand la rupture est consommée et que l'autre n'est plus là. Ce qui fait la force de ces histoires, c'est leur intensité. En quelques pages, les décors et les personnages sont plantés, il n'y a plus qu'à se laisser porter en mettant de côté les clichés et les préjugés. Et ça fait du bien de constater qu'il n'y a pas un chemin tracé en matière de rencontres amoureuses. Merci Julie Marron. Dans Idéal Standard de Aude Picot, on va suivre Claire, une infirmière de 32 ans qui cherche un partenaire pour une relation stable. Et ce n'est pas si facile. D'abord, elle se trouve moche et déjà vieille. Et puis son boulot d'infirmière en service de néonatologie, où elle s'occupe de bébés prématurés, est très prenant. Bref, elle enchaîne les rencontres sans lendemain, avant de faire la connaissance de Franck. Et là enfin, l'espoir renaît. Serait-il le bon ? Ce joli album illuminé par la couleur jaune montre comment l'amour peut rendre aveugle. Et que les hommes et les femmes n'ont pas toujours la même vision d'une relation amoureuse. Loin s'en faut. À la fois drôle, émouvant, doux, amer, et plein de détails qui le rendent proche de la vie réelle, Idéal Standard permet de relativiser. Dans un genre tout à fait différent, Alena, qui se situe entre le roman graphique et le comique. L'auteur est suédois et l'histoire se passe dans un pensionnat où Alena est nouvelle élève. Un an auparavant, elle a perdu sa meilleure amie, Joséphine, avec qui elle s'était disputée juste avant sa mort. Et dans son nouveau lycée très huppé, Alena se fait harceler par une bande de filles qui se moquent de son milieu social moins favorisé, mais aussi de ses penchants sexuels. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle Alena et Joséphine auraient été plus que des meilleures amies. Attention, c'est une histoire assez violente, notamment parce que Joséphine revient sous la forme de zombie pour venir défendre Alena. C'est un récit horrifique qui parle de la difficulté de faire des choix et de les assumer quand on est adolescent, mais aussi du harcèlement scolaire et du rejet de la différence. Pour finir, un album à ne surtout pas manquer, le Lucky Luke de Bouzard. Jolly Jumper ne répond plus. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le sujet ? Ne montez pas sur vos grands chevaux. Non, il n'y a pas de sexe dans ce Lucky Luke, ça reste grand public. Mais au fil de cet album, Bouzard fait une analogie entre la relation qu'entretient Lucky Luke avec son cheval et une relation amoureuse. Tout ça sur fond de mission avec les Dalton. Et puis, il y a un twist qui est tout à fait en rapport avec notre sujet, mais ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus. En tout cas, cet album est excellentissime, hyper drôle, avec plein de références aux anciens albums de Maurice, impossible de passer à côté. Sur ces bons conseils, ils sont bons mes conseils, non ? On se quitte pour mieux se retrouver dans un prochain Breaking BD. Trois albums dans lesquels le quartier, la banlieue, la ville sont au cœur du récit. Et oui, on part souvent des personnages comme fil conducteur d'une histoire, mais le décor est tout aussi important. Un exemple parfait, Tu sais ce qu'on raconte, de Gilles Rochier et Daniel Cazenave. Ici, la ville remplace le personnage principal qui reste invisible. Dans les oreilles de la ville résonne une rumeur depuis son centre névralgique, le café Au Marly. Le patron de ce bar, c'est Bernard. Il raconte à un client qu'il a servi la veille le môme Gabory. Or, ce jeune homme a dû s'exiler quelques années plus tôt à la suite d'un drame qui s'est déroulé dans la ville et qui a choqué toute la population. Alors que revient faire ici Gabory ? Est-il revenu se venger ? Le bruit de son retour court du balayeur de rue au notable, du médecin de famille au boucher, du cycliste au garagiste. Chacun a son opinion sur l'affaire et ne manque pas de la donner. La rumeur enfle et fait battre le cœur de la ville jusqu'à l'explosion finale. Un très bel album qui exploite avec brio la thématique de la rumeur avec un suspense et un rythme bien mené. Les personnages sont admirablement croqués, sans complaisance, mais avec justesse et tendresse et une jolie palette de gris et de rouge. On quitte cette bourgade pour aller dans la banlieue lyonnaise, dans Jeux d'ombre de Dédola et Merwan. On va dans la cité Minguette, où une échauffourée est en train de se dérouler entre les jeunes du quartier et les flics, à la suite de la disparition d'un jeune dealer. Heureusement, le conflit est désamorcé par Cengiz, un brillant étudiant en droit d'origine turque. Les figures politiques locales commencent à s'intéresser à lui, et il devient une sorte de médiateur entre les gens de la cité et les dirigeants de la ville. Avec son amie Viviane, dont il est en fait amoureux, Cengiz lance même une asso pour essayer de faire bouger les choses et occuper les jeunes au chômage à autre chose que dealer. Mais il y a une ombre au tableau, et cette ombre s'appelle Sayar. C'est le grand frère de Cengiz, un caïd violent de la cité, condamné à la prison en Turquie. Le hic, c'est qu'il s'évade et demande de l'aide à Cengiz. Là encore, la banlieue est au cœur du récit et on la découvre avec un regard anti-cliché. Certes, il y a des problèmes de drogue, de relations avec la police, mais il y a aussi des jeunes qui s'engagent et des gens de toutes religions, de toutes origines, qui veulent faire bouger les choses. Et cornichons sur la rosette, vous allez apprendre plein d'argot de la région lyonnaise. Pour finir, je vous emmène aux États-Unis avec Genius de Bernardin, Freeman et Richardson.
C'est l'histoire d'un ghetto de Los Angeles dans lequel vit Destiny, une jeune fille noire de 17 ans. Depuis qu'elle a vu sa mère se faire tuer par la police alors qu'elle n'avait que 7 ans, elle n'a qu'un objectif, contrôler tous les gangs de toutes les communautés de son quartier et déclarer la guerre à la police. Dans un contexte ultra violent, commence alors un affrontement sans merci entre les combattants du ghetto, entraînés par Destiny, et les forces du LAPD avant que la garde nationale ne prenne le relais face à l'hécatombe côté policier. Ce qui est intéressant dans ce comics, c'est de voir une jeune fille aux commandes avec certes une plastique irréprochable, mais aussi un cerveau qui lui permet d'établir une stratégie implacable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt avec un invité dans le prochain Breaking BD. Mais chut! Salut! Vous en avez marre des gens qui parlent de la politique à tort et à travers? De ceux qui relaient tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux sans même prendre le temps de réfléchir par eux-mêmes? Vous avez raison. Alors voici 4 BD pour vous faire découvrir les coulisses de la politique et être mieux informés pour en débattre. D'abord, ce livre de la petite BDtech des savoirs sur la communication politique. Indispensable en cette période d'élection présidentielle puis législative, car il va vous permettre de comprendre comment les conseillers des politiques, les médias, mais aussi vous-même en tant qu'élément de l'opinion publique, comment nous tous, nous sommes partie prenante des succès et des dérives de la communication politique. Des élections américaines dans les années 60 jusqu'aux élections françaises de 2017, en passant par Tony Blair au Royaume-Uni ou Dilma Rousseff au Brésil, vous verrez comment petit à petit, les communicants ont amélioré leur stratégie pour faire de leurs poulains de futurs élus capables de séduire un maximum d'électeurs. Savez-vous quelles sont les clés de la popularité? L'autorité, l'énergie et la sympathie. Autant dire que pour certains, c'est pas gagné. En résumé, l'élection se réduit à une stratégie d'image et de storytelling dans laquelle les médias ont un rôle à jouer. D'où l'importance des éléments de langage ou encore de la mise en scène, comme les hologrammes de Jean-Luc Mélenchon. Mais en dernier ressort, c'est quand même vous qui décidez quand vous mettez votre bulletin dans l'urne. À présent, passons au jeu de loi, ou plutôt au jeu de la loi. Un parallèle que font les auteurs de cette BD pour nous expliquer quelles sont les différentes étapes pour faire un texte de loi. L'exemple choisi, la loi Macron. Des couloirs des ministères à ceux de l'Assemblée nationale, en passant par les cases médias, manifestations et avis du Conseil d'État, la route sera longue et sinueuse pour celui qui était alors ministre de l'économie, avant que la loi pour la croissance et le pouvoir d'achat ne soit mise en application. Vous verrez que des situations surréalistes, parfois théâtrales, se jouent dans les coulisses du pouvoir. Il est bon de les connaître pour ne pas se faire manipuler comme des marionnettes. Si vous n'avez pas lu les 2 excellents tomes de Quai d'Orsay parus en 2010-2011 chez Dargaud, précipitez-vous dessus, vous découvrirez les coulisses du ministère des Affaires étrangères. Côté nouveauté, vous pouvez lire Désintégration, le journal d'un conseiller à Matignon. On suit pendant l'année 2013 Mathieu Angotti, le scénariste de la BD, qui était alors le conseiller de l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault. Son rôle, d'abord coordonner la mise en place d'une politique de lutte contre la pauvreté. Puis, et c'est là où ça se complique, une réforme de l'intégration. Et vous allez voir que le plus difficile, ce n'est pas de trouver des idées pour améliorer les choses, mais d'essayer de mettre d'accord des élus de bords politiques différents, de ménager les susceptibilités des uns et des autres, et de ne pas empiéter sur la chasse gardée d'un autre ministère. Sans oublier l'importance du calendrier. Parfois, l'échec d'une réforme tient à un mauvais timing par rapport à l'actualité. L'auteur parle aussi des difficultés de maintenir un semblant de vie privée quand on a d'importantes responsabilités politiques. Enfin, pour découvrir les dessous du Front National, parti d'extrême droite créé dans les années 70, vous pouvez lire La dynastie Le Pen, son univers impitoyable. Une BD écrite par Renaud Dely, rédacteur en chef du magazine Marianne, et qui a déjà été le scénariste de BD sur Nicolas Sarkozy et sur François Hollande. Comme le sous-titre le laisse à penser, ça se lit comme un feuilleton, avec des épisodes riches en coups bas, trahison et réconciliation. Mais si la mise en scène est volontairement caricaturale, le fond n'en est pas moins documenté et vous apprendrez comment un micro-parti fondé sur le rejet de l'étranger a fait prospérer les affaires du clan Le Pen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce Breaking BD, on se retrouve bientôt. Salut! Vous en avez marre des gens qui parlent de la politique à tort et à travers?
de ceux qui relaient tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux sans même prendre le temps de réfléchir par eux-mêmes. Cet album. C'est l'histoire de David, qui est commercial dans une petite entreprise à qui l'on vient d'offrir un nouveau poste, tout en lui mettant la pression pour qu'il travaille encore plus dur. Alors qu'il quitte Rennes pour rejoindre Carhaix, en Bretagne, une autostoppeuse grimpe dans sa voiture pour faire la route avec lui. Emma n'a ni argent, ni boulot fixe, ni téléphone portable, et pourtant elle semble plus heureuse que David. Sur la route, il s'arrête dans une ferme où vivent des gens simples, généreux, qui vivent de ce qu'ils produisent. Une pause bienvenue qui va influencer David. Le traitement graphique de l'album accompagne ce cheminement, puisqu'au début, les couleurs semblent ternes, délavées, et au fil des pages, elles prennent des tons plus chaleureux, dans un camailleux d'orangé et de brun, avec même une touche de bleu ciel à la fin. Un bon bol d'air breton, et sous l'apparence d'une histoire simple, une réflexion philosophique sur notre société de consommation. Allez, ça se refuse pas. Et pour poursuivre dans cette voie, je vous recommande de lire La Pause de Fab Caro. L'auteur montpelliérain raconte comment, après le succès de son album Zai 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 Zai, il a connu une période de stress intense. À la fois parce que son carnet de commandes s'est rempli à toute vitesse, et qu'il ne sait pas dire non, mais aussi parce que son inspiration officielle l'a quitté. Du coup, il a dû demander une remplaçante. Mais l'inspiration qu'on lui a envoyée n'était pas vraiment à la hauteur de ses espérances. C'est donc un nouvel album autobiographique, toujours aussi drôlatique, qui met en avant le côté aléatoire du succès et les difficultés qu'ont auteurs et artistes dans leur processus de création. Justement, une autre auteure décide de quitter Bruxelles pour se rendre dans la maison de la bande dessinée de Montréal. Elle s'appelle Émilie et elle nous raconte son expérience dépaysante entre les déboires de sa colocation, l'apprentissage du vocabulaire québécois et une expédition à New York mémorable. C'est un récit sur le mode du carnet de voyage, fait avec autodérision, et le dessin d'Émilie, en format tout petit, donne des pages très aérées et une sensation d'espace reposante. Sans transition, je vous propose un autre voyage en Afrique, celui-là. Dans le village, un petit garçon prénommé Akou découvre la vie. Il découvre le poids mais aussi la force des traditions qui se transmettent de génération en génération. Il va apprendre la sagesse grâce à son père, chef des villageois, et aussi le travail dans les champs. Et puis il va apprendre à devenir un homme avec le Sigma, une espèce de sorcier aux méthodes radicales. Une histoire touchante qui est complétée par un univers graphique et sonore que vous pouvez aller découvrir sur le site aupieddelafalaise.com. Et pour finir, on va parler de fête avec une question fondamentale. Comment aborder les filles en soirée? Pour Vic, un grand ado à la mâchoire carrée et au sourire enjôleur, ce n'est pas trop compliqué. Mais pour son pote N, un brin d'une grande timidité, ce n'est pas gagné. Alors quand ils arrivent à une soirée où se bousculent de superbes créatures, Vic essaie de pousser N à se lancer. Avec un résultat très surprenant puisqu'il s'agit d'un récit de Neil Gaiman qui insuffle à l'histoire un côté surnaturel empli de poésie. Lisez ça et vous verrez les filles différemment dans vos prochaines soirées. Et voilà, merci d'avoir fait une pause avec nous. On se retrouve bientôt pour des conseils de lecture pour l'été.